Donc ce soir, on va parler des deux attachements, alors seulement des deux, parce qu'en fait, il y a plus d'attachements que ça. D'ailleurs, je pense que je ferai un live au sujet des différents attachements pour éclaircir des choses, parce que en réalité, dans la clinique, il y a plus d'attachements que ça. Je crois que c'est un peu un genre de mode d'appeler ça attachement évitant et attachement anxieux, hein, même si évidemment on va voir que ça existe, hein, c'est un ensemble de signes et puis c'est surtout la suite de ce qu'on a vécu souvent dans notre enfance. Voilà, donc écoutez, bienvenue dans mon live et je vais commencer. D'abord, on va parler un petit peu des styles d'attachement. Je vais aller un petit peu dans les détails des comportements pour chacun des types d'attachement, donc anxieux ou évitant. Et puis ensuite, on va voir comment ces deux types d'attachement s'imbriquent ou ne s'imbriquent pas. On va parler aussi de la blessure commune, évidemment, qu'il y a entre ces deux personnes. Et puis, du coup, je pense que je vais pouvoir vous apporter aussi un éclairage sur ce qui se joue et peut-être un peu des réponses si, par exemple, vous êtes en couple avec des personnes évitantes. Parce que je sais que la plupart des personnes qui me regardent et qui me suivent souvent ont des attachements plutôt anxieux, des attachements plutôt en mode dépendance affective, mais du coup la dépendance affective qui va vers l'autre et qui est dans le sacrifice de soi. Mais il faut savoir aussi que les personnes en dépendance affective peuvent être aussi avec un attachement évitant, mais justement elles évitent en fait d'être abandonnées. Voilà. Donc du coup, on va pas juste parler des profils, mais on va comprendre pourquoi certains modèles relationnels se répètent. Et surtout, c'est que tant qu'on n'a pas guéri le fond de nos blessures, ça se répète ad vitam aeternam, puisqu'on a des zones de tolérance à certaines choses qui sont élargies. Et tant qu'on n'a pas fait vraiment le travail avec grosse prise de conscience et avec apprendre à connaître ses limites, ne serait-ce que ça, à les connaître, parce qu'après, peut-être qu'on peut fonctionner avec quelqu'un qui est évitant, mais de façon différente quand on a pris en fait une forme d'autonomie affective. Donc voilà. J'ai construit mes notes en fait. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais un petit peu lire mes papiers. Donc par avance, désolée si c'est pas hyper interactif dans le sens où je vais regarder pas mal mes feuilles. Mais en tout cas, voilà, le but c'est de vous apporter un maximum de valeur et puis peut-être des réponses pour vous si vous avez eu l'habitude d'être dans ces schémas-là ou que vous êtes dans une relation avec une personne anxieuse ou une personne évitante. Voilà, donc on va parler donc déjà l'attachement, il faut savoir que c'est pas une opinion, en fait c'est vraiment une empreinte émotionnelle, c'est quelque chose duquel on est emprunt à la base par rapport à des choses qui se sont passées dans notre enfance. Et donc la théorie de l'attachement, elle a été élaborée par Bowlby, Ainsworth, et elle a été prolongée chez l'adulte par Hazan et Shaver. Donc ils ont fait des documents pour bien définir en fait ce que c'était les types d'attachement et ils donnent même des exemples de types d'attachement. Je pense même que dans les jours à venir, parce que par rapport au cours moi que j'avais reçu en systémie, ça avait été bien détaillé. En fait, il y a trois comment dire catégories différentes par rapport aux attachements et en fait ils décrivent exactement ce que c'est. Donc je pense que je vous le transmettrai dans les jours à venir si ça vous intéresse. Euh, donc du coup, en fait, toutes ces personnes-là, elles expliquent en fait comment nos expériences précoces avec nos proches deviennent des schémas relationnels durables dans nos amours adultes. Donc d'abord, on va parler de l'attachement anxieux et d'où ça vient. Donc l'attachement anxieux, c'est une stratégie développée quand les figures d'attachement sont inconstantes et ou imprévisibles. En gros, quand on est enfant, on ne sait pas si on va être accueilli ou rejeté et donc on devient hyper vigilant. Et donc à l'âge adulte, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une peur profonde d'être abandonné, par un besoin constant de réassurance, par une hyperréactivité affective et une surinterprétation des comportements du partenaire. Donc ce modèle émotionnel prend racine dans un passé où la sécurité affective n'était pas fiable, parfois présente, parfois absente.
et parfois aussi réactive. Euh, donc, euh, donc il peut y avoir plein de scénarios d'enfance par rapport auxquels on a développé ce type d'attachement. Ça peut être des parents, par exemple, sans le vouloir, qui ont été justement, malades. Peut-être on a été peut-être parentifiés, et du coup nos besoins n'ont pas vraiment été bien écoutés. Des parents peut-être débordés par le travail. Il peut y avoir en fait plein de cas complètement différents qui font que le lien avec l'enfant ne s'est pas fait correctement, et donc ça a créé en fait une forme un sentiment d'abandon, ou en tout cas on s'est senti délaissé. Euh, et peut-être ça peut être aussi même par exemple aussi des parents critiques qui ont rejeté l'enfant. Euh, voilà, donc ça entraîne toute une cascade en fait de choses parce que ça entraîne du coup, je suis désolée, je perds ma voix. Ça entraîne du coup aussi une mauvaise confiance en soi, une mauvaise estime de soi, et donc on va aussi aller chercher à l'extérieur de soi du coup cette reconnaissance qu'on n'a pas eue enfant. C'est comme si on allait penser, alors penser avec un A comme les pansements, c'est comme si on allait penser nos blessures à travers le lien. Donc ce modèle émotionnel, donc je disais, prend racine dans un passé où la sécurité affective n'était pas fiable. Et donc ça installe une insécurité profonde. Et donc je vais vous parler un petit peu des comportements anxieux en relation amoureuse. Donc ce qui se joue dans le concret, c'est donc une hyper-vigilance affective. Donc on va faire attention à tout, à tous les détails, à tout ce que l'autre ne va pas nous donner. Euh, à son absence, voilà. Donc ça va être, on va être un peu en hypervigilance, on va se méfier. Il va y avoir aussi peut-être, il peut y avoir par exemple de la jalousie, mais de la jalousie qui n'est pas fondée, des choses comme ça. Et pour donner un exemple concret, par exemple, quand l'autre ne répond pas vite, on pense déjà qu'il nous aime plus, quoi. Voilà. Moi, ça m'arrive justement parce que mon public, ce sont des personnes qui sont en dépendance affective, et du coup aussi qui ont des attachements anxieux. Il y a des personnes qui se sont vexées parce que elles m'ont envoyé par exemple un message ou une demande, et puis j'ai pu répondre par exemple que le soir, que plusieurs heures après. Et comme en fait leurs besoins n'étaient pas immédiatement satisfaits, du coup elles se sont fermées, complètement fermées par exemple. Ça c'est un symptôme typique. Euh, Ensuite, donc il y a aussi une recherche de réassurance constante. C'est qu'on veut toujours des preuves que ça va, qu'on compte, qu'on est aimé. Hein. Donc je pense que peut-être vous connaissez ces fameuses phrases qu'on va dire: est-ce que tu m'aimes, est-ce que je compte pour toi. Il y a aussi qu'on regarde si on est bien la priorité absolue de l'autre. Il peut y avoir même par exemple des histoires avec par rapport, je sais pas moi, imaginons maintenant on est dans une vie où il y a beaucoup de familles recomposées et tout ça. On peut être la nouvelle personne peut être par exemple aussi jalouse des enfants de l'autre, et vouloir être absolument la priorité, ce genre de choses-là. Et en fait, ça cache derrière des peurs d'abandon. Voilà. Et pareil pour la jalousie aussi, c'est vrai que je rajouterais un petit truc parce que souvent on sait pas trop, on dit oui, c'est vrai que souvent on dit oui, t'es jalouse parce que tu manques de confiance en toi. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir le manque de confiance en soi, bien sûr, mais du coup, surtout derrière la jalousie, il y a cette peur de l'abandon. J'ai peur que tu m'abandonnes pour quelqu'un d'autre. Voilà, la peur de perdre cet amour et cette attention. Il y a aussi dans les symptômes de l'attachement anxieux une interprétation morale des silences ou des distances. C'est-à-dire qu'on a tendance à se faire des films, à voir le pire. On a tendance à interpréter les choses, et puis au lieu de regarder en fait et d'observer le factuel, on va se faire toute une histoire en fait. Voilà. Mais des fois, enfin, c'est pas que c'est pas des histoires qui sont légitimes, hein, parce que parfois, effectivement, on peut avoir des partenaires, par exemple, qui nous délaissent. Mais à ce moment-là, ce qu'on voit pas, c'est que enfin, quand on a fait des demandes au partenaire, que le partenaire il est fuyant, etc., en réalité, la seule chose qu'on a à faire, c'est soit on reste parce que on accepte de subir ça et de se sentir comme ça, soit à ce moment-là, la relation, il faut la quitter, en fait. Hein. Euh,
Donc voilà, donc par exemple pour l'interprétation morale des silences ou des distances, c'est que par exemple pour nous le manque de message devient un rejet. Pour vous donner un petit exemple, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes en amitié par exemple qui disaient ben oui, moi j'ai des amies depuis longtemps, elles m'ont pas envoyé de message, elles m'ont pas parlé, elles m'ont pas adressé la parole, elles sont pas venues vers moi. Donc ben c'est plus une amitié valable, alors que des fois il suffit juste nous de notre côté qu'on fasse un geste et que on discute avec la personne tout simplement de ce qui nous blesse. Voilà, et j'allais dire du coup même s'il n'en est rien, c'est-à-dire qu'on interprète des choses alors qu'en vérité on ne sait pas. Et ça c'est un gros problème aussi dans notre société, c'est qu'on va avoir tendance à interpréter des trucs alors qu'on ne sait pas. C'est sur ça que par exemple beaucoup de réseaux sociaux font leur business. C'est-à-dire qu'on prend un truc, on l'extrait, et en fait, voilà, chacun projette avec ses schémas à lui, ses réponses à lui, sans vraiment avoir la réalité des tenants et des aboutissants, par exemple. Et ben voilà, c'est un problème vraiment de fond. Donc, on a tendance aussi en attachement anxieux à réduire ses besoins. Alors ça, je le vois énormément. C'est-à-dire, ben, si je lui dis que j'ai besoin de ça, il ou elle va réagir de telle façon. Je préfère me taire. Ou alors, je lui ai déjà demandé une fois et du coup, je veux pas paraître lourd ou lourde si en fait j'insiste. Euh, et donc on va avoir tendance voilà à se faire passer après l'autre. Hein. Donc voilà le lien aussi avec cette fameuse dépendance affective, hein, c'est que on va du coup faire passer les besoins de l'autre avant les nôtres, voire se taire par rapport à nos besoins pour garder la relation. Donc il y a encore cette dynamique de dépendance. On va aussi être trop patient, c'est-à-dire que il y a des personnes, elles restent pendant trop d'années, par exemple dans certaines relations, pensant être patiente, en espérant que l'autre change, en espérant que l'autre comprenne, etc. Et au final, tout ça pour au final ben, terminer dans dans les mêmes conditions, voire même pire, parce que quand on se dit après, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent après, mais j'ai perdu autant d'années, j'ai perdu. Alors c'est pas qu'on a perdu en fait des années, c'est juste qu'on a besoin, notre système il a besoin de temps pour maturer les choses parfois. On a besoin de temps pour se rendre compte ben, à quel point ben, on a du travail à faire sur soi pour apprendre à avoir une bonne estime de soi et pour apprendre à avoir une bonne confiance en soi. Et que du coup, bah, les prises de conscience, parfois, elles viennent bah, un peu au détriment de ce qui se passe, quoi. Voilà. Il y a aussi que souvent, on attend le bon moment. Mais en vérité, il n'y a jamais de bon moment hein, par rapport à nos besoins, par rapport à nos limites, par rapport à... Il n'y a pas de bon moment. Les bons moments n'existent pas. Il y a aussi qu'on on s'empêche d'exister hein, concrètement. Souvent, enfin moi, le schéma que je vois le plus souvent, c'est que pour pas blesser l'autre, pour pas perdre l'autre, on va pas lui dire ce qu'on ressent, on va pas lui dire ce qu'on pense, voire peut-être même dans certaines relations, même l'autre il réagit en nous disant qu'on exagère ou en nous disant qu'on est maladif, etc. Et comme on ressent qu'il y a cette anxiété de fond, bah, du coup quelque part on accepte aussi ce jugement de l'autre en se disant oui peut-être qu'il ou elle a raison. Mais en fait c'est pas une histoire de raison ou que l'autre a raison. C'est que nous en fait on n'a pas appris à se détacher quand on est attaché de façon excessive, on n'a pas appris à se détacher en partie pour s'autonomiser de façon saine. Pardon. Voilà. Et donc, du coup, j'avais une petite phrase à vous donner, c'est tout ce qui te fait disparaître ne soigne pas la relation, ça l'anesthésie. Voilà. En fait, on croit que tant qu'on s'efface face à la relation, ou qu'on dit rien, ou qu'on n'en dit pas trop, ben c'est de l'amour. Et non, en fait, c'est juste anesthésier les choses, c'est-à-dire un temps de souffle, un temps juste de récupération pour éviter de se séparer, pour que ça recommence en fait après. Et en fait, ça crée de la souffrance dans les liens et dans les relations parce que il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, ça va être sur le moment. Et la souffrance, ça va être quand ça dure dans le temps. En fait, quand ces douleurs, on les laisse se cumuler dans le temps. Et quand ça dure dans le temps, et même ça en vient au niveau émotionnel, soit on explose,
soit on part en dépression, soit on se met d'un coup à somatiser, à déclencher quelque chose de très grave. Donc c'est pour ça que soigner un style d'attachement, c'est très important, surtout quand c'est un attachement anxieux, parce que ça peut donner des choses même au niveau de la santé qui sont très très graves. Euh, Exemple vécu. Donc en fait, par exemple, une absence de réponse, ça va être une catastrophe au niveau intérieur. C'est-à-dire qu'on va se faire tous les films du monde. On détecte des non-dits de partout. On se dit oui, mais il me l'a pas dit. Oui, mais où elle hein m'a menti. Voilà. En fait, c'est limite si on devient un peu parano. Alors parano, je le dis pas au sens médical du terme, mais c'est parano au sens, on va dire symptomatique un peu. Euh, voilà. En fait, c'est vraiment en fait savoir quand est-ce que c'est exagéré et quand est-ce qu'on a vraiment un attachement évitant. Moi, pour moi, la différence, c'est que c'est quand l'anxiété, elle n'a pas de choses concrètes. Non, pour moi, c'est quand pour savoir si on est anxieux ou pas. C'est-à-dire que souvent on se demande est-ce que je suis fou ou folle ou est-ce que c'est normal. Pour moi, c'est normal à partir du moment où il y a quelque chose de concret qui nous fait dire que. Voilà. Et des fois, quelque chose de concret, ça va être simplement, quand on connaît bien l'autre, ça va être simplement le comportement de l'autre. Par exemple, l'autre a changé de comportement. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui vient nous dire il y a un problème. Et quand il y a un problème, c'est pas qu'on a spécialement un attachement anxieux. Hein. Mais par contre, là où c'est problématique, et moi j'arrive à faire la différence parce que j'ai vécu les deux. En fait, du coup, au début, on va dire à ma vingtaine, j'avais cet attachement anxieux. Et je me faisais des films, en fait. C'est-à-dire que je me disais, enfin, inconsciemment, enfin, derrière ça, il y avait une peur de l'abandon de mon compagnon. C'est surtout que lui, il faisait rien, en fait. Je voyais bien que lui cherchait à me prouver en fait, il me trompait pas, il cherchait à me prouver qu'il tenait à moi, etc. Et il y avait rien du tout dans son comportement qui pouvait me faire penser que il y avait un problème ou que ça pourrait se terminer. Et moi, en fait, j'étais très angoissée. Je me disais, voilà. Et donc, j'avais tendance à avoir, du coup, à chercher à avoir une forme de contrôle, en fait, sur lui. C'est-à-dire, on s'arrange pour que l'autre n'ait pas trop de vie sociale, ne s'occupe pas trop de lui ou d'elle, ce genre de choses. Et ensuite, quand on travaille, en fait, sur son attachement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut changer un style d'attachement. On peut avoir à la base un attachement anxieux, un attachement évitant, mais ça demande du coup de faire un travail. Et d'ailleurs, c'est ce que traversent les personnes qui font l'accompagnement avec moi, c'est-à-dire qu'on passe d'un attachement anxieux et parfois même irrationnel, parce que des fois, dans le concret, il n'y a rien qui va dans le couple et dans la relation, et au final, on reste quand même accroché. Mais on passe voilà d'un attachement anxieux à un attachement plutôt sécure, parce qu'en fait, on apprend à se sécuriser par soi-même. Mais du coup, on voit tout, on revoit tout en revue, on revoit comment je me sécurise par rapport à mes besoins, par rapport à mes valeurs, par rapport à la gestion de mes émotions. Je me sécurise aussi en sachant repérer comment je me positionne et comment se positionnent les autres face à moi, ce qui permet en fait de se rassurer soi-même, d'être assez stable dans ses bottes pour ne pas rejouer du toxique avec les autres. Ben oui, du coup, j'ai répondu à la question, il me semble, parce qu'il y a un décalage, je pense, de quelques secondes. Peut-on changer de style d'attachement? Ben oui, justement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que moi, par exemple, le programme d'accompagnement vise à amener les personnes à avoir justement un attachement sécure. C'est-à-dire à être assez sécure par soi-même en tant qu'adulte. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, les attachements anxieux, ça provient de l'enfance. Quand on grandit, du coup, au final, quand on fait pas un travail sur soi ou qu'on ne voit pas, en fait, qu'on a un attachement qui pose souci pour nous ou pour les autres, bah, du coup, en faisant pas le travail, on garde ces styles d'attachement et du coup, c'est comme ça que adulte, on arrive avec un style d'attachement, par exemple, anxieux, parce que on n'a pas travaillé dessus. Mais une fois qu'on a bossé dessus, en fait, comme on redevient notre propre repère, c'est-à-dire qu'on arrête de se positionner par rapport aux autres, qu'on apprend à se sécuriser par soi-même, on apprend à s'occuper de soi correctement, etc. dans tous les domaines. Du coup, on n'a plus besoin entre guillemets d'une seule personne, on n'a plus peur d'être abandonné parce que on a ce truc de comprendre que
en tant qu'adulte, on peut pas être abandonné en réalité. Vous voyez, ça c'est une phrase assez puissante qui m'a moi beaucoup aidé à modifier en fait mon type d'attachement. C'est de me dire, enfin le coach moi qui m'a formé en coaching, il nous a dit un truc à tous ceux à qui il enseignait à devenir coach, c'est que un enfant est abandonnable, mais un adulte responsable de lui-même, bien sûr autonome, je parle pas des personnes âgées par exemple qui peuvent être dépendantes ou des personnes dépendantes tout court. Je parle des personnes en fait qui n'ont pas de problème en fait de dépendance physique ou par rapport à une maladie. Mais du coup, quand on réalise que on est responsable de nous-mêmes et que un adulte n'est pas abandonnable et qu'on met tout en place pour se montrer, pour se prouver justement qu'on n'est pas abandonnable et que finalement oui il se passe rien quand je me sépare, il se passe rien quand du coup ça apporte du coup un attachement sécure parce que dans l'attachement sécure il n'y a pas que ça aussi à apprendre parce que je suis désolée, du coup les questions elles me mènent beaucoup à expliquer en fait comment je travaille et ce qu'on apprend dans l'accompagnement. Mais dans un attachement par exemple anxieux, on va avoir aussi des postures, on va prendre aussi des postures qui sont pas très saines. Par exemple, on va se victimiser pour avoir de l'attention ou on va se mettre en mode sauveur pour avoir la reconnaissance de l'autre. Et donc on apprend à communiquer de façon saine et donc du coup à se positionner aussi de façon saine parce que quand on communique sainement, du coup on se positionne la plupart du temps sainement. Et voilà, en fait c'est un ensemble de choses à travailler pour sécuriser son attachement. Et en fait c'est ça moi que je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire que quand elles sortent du programme, elles sont en capacité de vraiment choisir une relation plus par anxiété ou plus dans l'anxiété, mais vraiment par choix, parce qu'on apprend en fait à s'autonomiser et à s'occuper de soi-même en tant qu'adulte responsable de soi. Et du coup, dans la relation, on rejoue plus des choses où on met une forme de pression sur la relation en arrivant avec toute notre dépendance et avec toute notre anxiété dans le lien. Alors bien sûr, attention, moi par exemple, demain, si je suis en couple, peut-être que j'ai encore des choses qui restent. Mais ça, c'est pas grave parce que du moment que, on a des blessures qui restent, mais que c'est de façon saine, c'est-à-dire que on va communiquer avec l'autre de façon saine, on va pas ni se taire, ni complètement se refermer, ni être en mode explosif ou en mode contrôlant vis-à-vis de l'autre. Tant qu'on sort en fait de tous ces modes-là et que juste on exprime de façon saine, par exemple qu'on se sent insécurisé, eh ben on peut facilement trouver un partenaire avec qui on co-construit. Et à ce moment-là, la relation, elle peut être saine et même, si on a des choses, des traumas, qu'on a vécu des choses compliquées et douloureuses, et c'est tout ça, le travail d'ailleurs du couple ensemble, ça rejoint du coup après la thérapie de couple quoi, ce que je peux faire aussi du coup puisque je suis formée en thérapie de couple. Ça rejoint de la thérapie de couple où dans la thérapie de couple on apprend aux personnes à communiquer, on apprend aux personnes à se prendre avec ce qu'elles sont et avec leurs difficultés, pour fonctionner ensemble et que le couple puisse se poursuivre et dépasser les phases du couple, parce qu'il y a des phases du couple qui viennent appuyer directement sur ce style d'attachement aussi anxieux. Il y a des phases du couple, par exemple, quand on se dissocie, c'est la fameuse phase d'opposition, j'en ai parlé dans mon dernier live. La phase d'opposition, c'est quand on commence à voir les défauts de l'autre et en même temps, on reprend un petit peu son autonomie, on est moins dans la fusion. Et à ce moment-là, par exemple, dans les attachements anxieux, ça peut poser un gros problème et il y a beaucoup de couples qui se séparent à ce moment-là parce que l'autonomie, en tout cas l'autonomisation du partenaire est très mal vécue, est vécue comme tu m'aimes plus. Voilà, par exemple, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc, vous voyez, tout est enchevêtré, tout est emmêlé. C'est pour ça que c'est important, si jamais on a besoin de travailler, peut-être de se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, c'est pas une histoire de faire ma pub du tout, parce que vous pouvez vous faire accompagner par qui vous voulez, mais en tout cas, c'était pour vous expliquer tout le lien entre un style d'attachement complètement insécure et anxieux aux conséquences qui se produisent dans un couple, dans les relations. Et puis tout ce qui se joue dans tout ce qui est toxique. Voilà, c'était pour vous faire un petit peu le lien. Ce que je voulais juste dire, une phrase quand même importante, j'allais dire, en fait, par rapport à l'attachement anxieux, donc c'est une stratégie relationnelle qui active le système d'attachement pour dire « aide-moi à me sentir en sécurité ».
même si la situation ne le justifie pas. Donc du coup, voilà, c'est exactement ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous observez quelque chose d'anormal dans le lien, un manque de respect, etc., etc., ben, que vous ayez peur, que vous soyez en colère ou des choses comme ça peut être justifié, justifiable et tout ça, puisque ça vient appuyer sur vos valeurs, ça vient appuyer sur votre estime de vous, le manque de respect de votre personne. Maintenant, s'il n'y a rien de justifié, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez votre partenaire qui rame comme ça pour vous garder, pour vous dire mais non, il n'y a rien, tout va bien, et que effectivement, il n'y a pas d'éléments à reprocher ou à soulever ou à discuter. Là, c'est qu'il y a un attachement. L'attachement, il est vraiment à travailler. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à l'attachement évitant. Donc on va parler d'abord d'où ça vient aussi, l'attachement évitant. Donc l'attachement évitant, c'est une stratégie développée quand l'expression affective n'a jamais été récompensée. Alors là, on parle de l'enfance, hein, ou pire, ignorée ou rejetée. Donc c'est-à-dire que en fait, c'est quand l'enfant a voulu montrer son affection à ses parents et que on l'a jamais, félicité, on lui a jamais renvoyé vraiment d'amour, on s'est pas assez occupé parfois aussi de ses besoins. Donc c'est là où on se rejoint un peu quand même, voilà, par rapport à la blessure d'abandon. Parce qu'en fait, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Sauf qu'il y en a un qui a pris la stratégie, du coup, de l'anxiété et de comment dire, d'aller vraiment d'être aspiré par le lien, on va dire, quelque part. Et l'autre, en fait, sa stratégie, ça a été, bon, je peux compter que sur moi-même, quoi, en fait, hein. Et surtout, il faut pas que je compte sur les autres, parce que les autres, de toute façon, ils m'écoutent pas, ou alors je prends le risque qu'on m'abandonne si je m'attache un peu trop, quoi. Donc voilà. Donc du coup, donc à l'origine, donc ce sont des parents, il y a des parents souvent émotionnellement indisponibles, donc avec des réponses froides et peu empathiques à la détresse. Donc par exemple, imaginons un enfant qui tombe par terre sans arrêt et le parent qui est toujours là à lui dire relève-toi, ça va. Par exemple pour les petits garçons, ça va, pleure pas comme une fille. Souvent, hein, on a entendu du coup ces paroles-là. Heureusement que maintenant les générations évolue et que maintenant on dit plus ça aux petits garçons, en tout cas j'espère de moins en moins. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup des parents froids, en fait des parents un peu distants, qui sont pas très dans l'affect, qui étaient peut-être sur la réserve émotionnelle, ce genre de choses-là, alors que l'enfant peut-être il manifestait le besoin de l'attention de son parent. Il y a aussi par rapport de la part des parents des attentes d'autonomie avant d'être prêts. Donc ça va être aussi pareil des enfants qui auront été peut-être parentifiés. C'est-à-dire tu dois t'occuper de toi un peu trop tôt, quoi. Voilà, par exemple. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut que les besoins ça sert à rien, je dois me débrouiller. Et donc à l'âge adulte, ce fonctionnement devient donc soit de la minimisation ou du déni des besoins affectifs. Parce que du coup, comme on a appris la zone de confort quand on est évitant, on a appris à vivre sans, en fait, sans affection. Donc les besoins affectifs, on les met complètement de côté, ou en tout cas, ça fait pas partie des priorités, et ça fait pas partie de quelque chose qui me donne du plaisir, en fait. Il y a une forme de distance émotionnelle aussi, donc qui s'est mise en place, hein. Du coup, on se distancie et de ses propres émotions pour pas souffrir, parce que ça s'appelle la dissociation, hein. C'est quand je m'évite de trop ressentir parce que c'est un mécanisme de défense et que comme ça je souffre pas trop. Parce que en fait ça se crée dans l'enfance, ce mécanisme de dissociation. Parce que quand on est enfant, comme on dépend complètement de nos parents, ce mécanisme il se met en place pour ne pas souffrir et pour éviter, pour se sécuriser aussi. Non, je ressens pas. Et ça permet en fait de survivre en fait entre guillemets à l'enfant inconsciemment. Et adulte, encore pareil, comme on fait pas de travail entre temps, on garde ce mécanisme de dissociation du coup on est quelqu'un de très distancié de ses émotions. On n'arrive même pas à s'écouter du coup. Et il y a aussi derrière ça, du coup, comme conséquence, une peur d'être envahi ou contrôlé. Ça, c'est quand on a peur que la relation nous fasse nous abandonner nous-mêmes.
C'est-à-dire que c'est pareil, c'est encore de l'abandon, mais de l'abandon de soi. J'ai peur que l'autre me force à m'abandonner moi-même. Parce que jusque-là, j'ai pu compter que sur moi. Et l'autre, il peut pas me forcer à m'abandonner moi-même. Parce que sinon, en gros, inconsciemment, hein, je meurs, quoi. Voilà. Donc les comportements évitants en relation. Donc je vais un peu les détailler et on va aller dans le concret. En gros, ils vont quand même dans le sens, ces comportements-là, de si je donne le pouvoir à l'autre de nourrir mes besoins, je m'abandonne. Voilà. Donc, il y a une distance émotionnelle qui est visible. Je t'aime, mais je préfère qu'on reste indépendant. Hein, voilà, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans beaucoup de couples ou de personnes qui se sont séparées, qui ont eu déjà une vie avant. Ah ben non, ben c'est bon, chacun chez soi. Après, c'est pas une critique, hein, parce que chacun vit comme il veut, hein, mais chacun chez soi ou ah ben non, ben moi je m'investis pas trop dans la relation, ou ces fameuses relations où on prend que le bon, mais on veut plus en fait être dans compter sur l'autre, l'autre peut compter sur moi, etc. Donc il y a une forme d'évitement. Allez, je tourne ma page, c'est bon, celle-là elle est faite. Il y a aussi la rationalisation des sentiments. Quand les autres parlent émotion, l'évitant, lui, il va analyser. Voilà, je pense que vous comprenez. En fait, c'est que on est. En fait, il y a trois centres dans nos personnalités, et aussi, ben, en fait, on a tous trois centres différents. Il y a le centre émotionnel, le centre mental, et ensuite le centre instinctif. On va être par exemple, l'anxieux, il va être beaucoup dans l'émotionnel souvent. Et l'évitant, il va être plutôt dans le mental. C'est-à-dire, il va tout mentaliser, tout rationaliser pour mettre une distance par rapport à ses émotions. Hein. C'est encore ce mécanisme de dissociation. Les mécanismes typiques, c'est par exemple priorisation du travail et de ses projets. Par exemple, ces gens que vous pouvez trouver égoïstes parce que, écoute, oui, je comprends que tu m'aimes, on s'aime et tout, mais moi, je pars faire le tour du monde. Par exemple, hein. On va faire passer systématiquement le travail avant le fait de voir son partenaire ou sa partenaire. Ah ben non, là, je suis désolée, je peux pas. Alors qu'en réalité, la personne, elle pourrait peut-être prendre un temps de libre pour l'autre. Et ben là, elle va un peu fuir dès qu'il y a un peu trop de proximité. Non, on va pas trop se voir quand même parce que là, on s'est quand même déjà beaucoup vu. Il va y avoir aussi beaucoup de distractions chez les personnes qui sont évitantes. C'est souvent les écrans, ça va être les jeux vidéo, la télé, le téléphone, et aussi des activités. Full d'activités. Ah mais je peux pas parce que je peux pas te voir parce que tu vois je sais pas, moi j'ai foot ou là j'ai danse et on est tout le temps l'emploi du temps rempli, on n'a pas assez de disponibilité pour la relation par exemple. Il y a aussi, quand on va essayer de parler avec un évitant de choses sérieuses, entre guillemets, des choses qui nous touchent, des sujets, par exemple, comme des projets ensemble, des sentiments, etc. Il va y avoir un déplacement de ces conversations vers du superficiel. L'évitant, il va changer de sujet, justement, il va éviter le sujet. Il va aussi parler d'autre chose ou répondre à côté de la plaque et puis noyer le poisson. Je peux l'observer aussi chez les partenaires des personnes que j'accompagne. Voilà. Il y a aussi une forme de fuite dès que le lien demande de la vulnérabilité. Alors la vulnérabilité, c'est pas d'être faible. Hein. La vulnérabilité, c'est de parler de ses besoins. Voilà. Donc dès que l'évitant devrait parler de ses besoins ou que l'autre en face va lui parler de ses besoins, il n'y a plus personne. Il y a une fuite qui se fait. C'est-à-dire, je suis là, je suis plus là. Voilà. Les exemples concrets, c'est que quand ça devient trop intime, l'évitant, donc il s'éclipse. C'est qu'on peut être dans une relation stable, mais toujours distante, hein, jamais trop proche. Et c'est hyper frustrant en fait pour les personnes qui sont en couple avec ces personnes-là. Parce que du coup on a un peu des miettes comme ça, c'est un peu aussi ça alimente aussi une forme de dépendance affective parce que on va recevoir des miettes, on va recevoir quelques moments qui vont être super parce que du coup on peut passer aussi des bons moments avec quelqu'un d'évitant, mais du coup ça va être quand même à une certaine distance, c'est-à-dire oui tu peux te rapprocher de moi mais à certains moments, et si tu te rapproches trop en fait non on peut pas aller plus loin que ça. Alors ces comportements-là, ils signifient pas qu'il y a une absence d'amour, mais c'est juste une peur profonde en fait d'être blessé ou d'être envahi par l'autre.
Donc maintenant, on va en venir un peu aux dynamiques relationnelles qui se produisent entre un anxieux et un évitant. Donc pourquoi un anxieux est attiré par un évitant et un évitant est attiré par un anxieux. Donc dans la psychologie populaire, on dit que les opposés s'attirent. Et donc, il y a une logique d'activation inconsciente, c'est que l'anxieux veut être rassuré, l'évitant va fuir, donc l'anxieux cherche encore plus et l'évitant se referme encore plus. Et donc ce cycle-là, il donne une illusion d'intensité et de défi. Et d'ailleurs, derrière ça aussi, on va mettre un peu de la neuroscience derrière. C'est que il y a du coup, dans ces moments-là, de rapprochement, de je te fuis. En fait, c'est les fameux fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ce sont des dynamiques relationnelles toxiques. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des coachs qui ont prôné ça. Et en fait, mais surtout pas, parce que c'est pas comme ça, en fait, qu'un couple vraiment fonctionne de façon saine. Hein. Évidemment que ça marche, hein, le fuis-moi, je te suis, mais c'est pas ça, en fait. On arrive toujours à quelque chose à ce qui s'appelle le triangle de Cartman, une relation dramatique, une relation où tout le monde est perdant au final. Hein. Donc voilà, au niveau hormonal, ce que je voulais dire, c'est que ça crée du coup des moments de sécrétion pour, par exemple, la personne anxieuse, ça donne des sécrétions de dopamine. Très haut, l'hormone du bonheur, hein, c'est la dopamine, d'adrénaline, etc. Et puis d'un coup, dans les moments où la personne elle va complètement disparaître en face, et ben sécrétion de cortisol parce que stress. Et donc en fait c'est comment dire, ces montagnes russes là comme ça au niveau hormonal créent une addiction à la relation. C'est aussi ça génère aussi de la dépendance. C'est pour ça que c'est pas évident c'est pour ça que moi par exemple je fais des entretiens avec les personnes, des entretiens offerts de base pour connaître la personne et pour la comprendre, savoir si c'est un vrai attachement ancré depuis un moment ou si c'est juste la relation en fait qui a créé une dépendance parce que il y a le même fond à traiter mais pas dans la même intensité en réalité. Comment on peut réagir face à quelqu'un qui a un style d'attachement évitant anxieux? Eh bien, on va en parler, ça tombe bien, on va en parler, mais après, je vais en parler parce que c'est vrai que, comme je disais, donc pour l'évitant, c'est haut, c'est bas, que ce soit relationnel ou hormonal, ben, en fait, ça crée une dépendance à la relation, ce qui fait que c'est très difficile pour, par exemple, la personne qui a l'attachement anxieux de se dire, ben, je vais lâcher cette relation-là. Parce qu'il y a aussi en amont aussi chez la personne qui a un attachement anxieux une blessure d'abandon et que dans une blessure d'abandon il y a plein d'autres choses aussi à travailler et donc souvent on se sent pas d'aller travailler ce qu'il y a à travailler puis on a peur de ce qu'on va découvrir de soi, etc., puis on pense qu'on est comme ça aussi des fois, on a la croyance aussi que ça va rester comme ça et que de toute façon on est fait comme ça et que rien nous guérira. Et ça je peux vous en parler parce que je l'ai tellement vécu de me dire mais je m'en sortirai jamais en fait. Je voyais un tunnel sans fin, je me disais bon ben voilà, je suis partie avec les mauvaises cartes et jusqu'à la fin de ma vie ce sera comme ça. Mais non en fait, c'est juste parce qu'on a ces schémas inconscients qui nous dirigent plus que ce que nous en fait on est maître de notre propre comportement, de notre propre vie et de nos choix. Et c'est là où en fait on reprend du pouvoir malgré nos schémas inconscients et avec nos schémas inconscients, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je comprends du coup ta question et on va y venir, je vais détailler ça. En fait, c'est donc il y a le facteur inconscient, donc c'est la compensation des blessures infantiles, abandon et rejet qui font que hop, l'anxieux et l'évitant ils vont comment dire fusionner. Donc l'anxieux espère inconsciemment que l'évitant lui donnera ce qu'il a manqué. C'est-à-dire la consistance, la sécurité et la réassurance. Et l'évitant, il peut être attiré par la chaleur et l'expressivité de l'anxieux, mais seulement jusqu'à ce que ça devienne trop pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, pour l'évitant, ça devient trop, ou alors les évitants, ils restent à distance et c'est l'anxieux qui souffre, quoi. Par rapport à l'évitant, ce qui l'attire chez le profil anxieux, c'est qu'il y a aussi
Cette fameuse reconnaissance que l'évitant il n'a pas eu dans son enfance, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a pu ressentir avec les parents. Ben là, la différence, c'est que l'anxieux, il apporte à l'évitant ce dont il a manqué. Mais comme l'évitant, il a une forme de trauma, il va bien l'accepter à petite dose, mais après, quand c'est trop pour lui, il y a un warning, une alarme qui se met dans sa tête et voilà, et c'est trop. Ensuite, donc, oui, alors après dans les dynamiques, il y a aussi qu'on s'attire car chacun espère inconsciemment guérir sa blessure par l'autre, même si le schéma reproduit l'ancien malaise. Pourquoi? Parce que dans les schémas évitants, c'est vrai que ça, je l'ai peut-être pas dit, il y a aussi les personnes qui ont eu des parents mais hyper intrusifs. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tes limites en gros ce sont les miennes, hein, je t'impose mes limites. En gros, ils ont pu aussi avoir des parents étouffants dans leurs avis et tout ça, et l'évitant, lui, il s'est senti étouffé dans le lien à ses parents. Et donc voilà, donc en fait l'évitant il va retrouver un peu l'amour qu'il n'a pas eu et justement l'opposé de cette froideur qu'il a vécue en amont enfant. Du coup, bah, l'anxieux, comment dire, il cherche en fait bah, l'amour dans les schémas de l'évitant, qui certainement bah, au début le donne, hein, parce que justement au début il y a la phase quand même de fusion hein, au niveau de la thérapie de couple, donc il y a quand même une phase de fusion au début. Après, avec l'évitant, je pense qu'elle dure un petit peu moins longtemps que en temps normal entre guillemets. Voilà. Ensuite, alors pourquoi, on en vient à ta question, pourquoi ça ne peut pas marcher sans travail intérieur? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce couple-là, les deux ont du travail à faire, ont du chemin à faire. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'anxieux, le problème, c'est qu'il va sans arrêt reproduire aussi des choses dans ses couples. Parce que il va avoir des côtés contrôlants, parce que l'anxieux, il va jamais avoir assez de repères sains pour pouvoir communiquer de façon saine. Au niveau émotionnel, l'anxieux, il fait des montagnes russes émotionnelles, etc. Et donc ça met du toxique dans les relations. C'est, comment dire, on arrive dans des triangles de Cartman où on va se positionner dans le besoin, on va mettre une forme de pression aussi sur la relation qui arrive dans notre vie, hein, que la personne elle soit évitante ou pas, on va mettre quand même une forme de pression. On va peut-être se trouver aussi des personnes en mode sauveur vis-à-vis de nous, sauf qu'à un moment donné, le sauveur il s'épuise. Enfin voilà, donc ça va donner des choses, donc il y a plein de choses en fait à soigner pour les personnes qui ont le profil anxieux, pour justement passer au profil qui va être plus sécure. Du coup, apprendre à se sécuriser par soi-même, à agir de façon saine, à agir en tant qu'adulte et plus le petit garçon ou la petite fille intérieure qui va réagir à ce qui se passe, mais voilà, en mode voilà, bien construit, avec des repères sains. Et l'évitant, en fait, lui, il va devoir apprendre à réapprivoiser du lien avec les autres, à travailler sur ses insécurités, aller vraiment travailler pour lui par rapport à son enfance, sa jeunesse et ses schémas, en fait, particulièrement à lui, ce qui fuit, apprendre à se rassurer par lui-même. Déjà sur le fait que lui, quoi qu'il arrive, il va pas s'abandonner non plus et que à partir du moment où il s'est posé des limites, il y aura pas de problème, mais aussi apprendre à nourrir une relation parce que quand on a eu, et c'est là où c'est pas évident, parce que quand on a eu des schémas ou peut-être on a eu des parents froids ou des parents qui nous ont peut-être rejetés ou qu'on a dû compter que sur soi, c'est pas évident après de faire confiance aussi au lien, donc il y a tout un cheminement à faire. Donc en vérité, les deux personnes, elles ont du travail à faire. Et en fait, dans ces couples-là, si il y en a un des deux qui ne fait pas le travail, c'est rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir en fait. Parce que l'anxieux, il peut travailler tout ce qu'il veut. Si la personne elle est évitante, faut pas, enfin comment dire, on garde quand même nos blessures, même si on sait les gérer, et c'est là toute la différence avec un travail, c'est-à-dire qu'on garde nos blessures mais on sait les gérer.
Mais si en face on a un évitant, en fait il va venir sans arrêt réappuyer sur nos blessures. Donc voilà, donc si l'évitant il fait pas le travail sur lui, en réalité ben, ça reviendra tout le temps. Donc après on peut garder un couple comme ça, mais ça donne une relation toxique. Et il y en a qui sont restés jusqu'à la fin de leur jour dans une relation toxique et voilà, enfin c'est chacun, mais c'est par rapport à la souffrance et c'est par rapport à tout ce que ça nous coûte en fait en termes de santé. Morale, mentale, physique, enfin voilà, c'est à nous-mêmes, c'est à chacun de faire ben, la part des choses et de se dire comment je me vois dans un an en fait, si la personne elle a pas changé. Voilà. Et l'évitant, donc lui, s'il fait le travail sur lui, il apprend à se sécuriser et tout, mais que l'anxieux, il vient tout le temps en fait venir pareil, appuyer sur ses peurs et tout ça. Ben, ça va être exactement la même chose. Ben, lui, il va reprendre en fait ses travers. En réalité, l'évitant, il va continuer à voilà. Donc c'est un couple honnêtement qui est, on va dire improbable, je pense honnêtement la plupart du temps sur la durée. Et même je vais m'appuyer avec des études qui ont été faites. Parce que du coup j'ai fait un peu des recherches par rapport à des études sur la durée des couples. Alors on va pas savoir combien ça dure les couples dans les études, mais en fait ils ont quand même étudié les probabilités dans les couples anxieux évitants que ça puisse durer tout le temps. Mais bon en réalité c'est des couples qui se cassent la figure parce que chacun se renvoie ses blessures et en fait les personnes elles sont en miroir. Bon en miroir opposé du coup, mais elles sont en miroir. J'utilise les recherches, donc ce sont deux types d'insécurité, anxiété et évitement. Alors dans les recherches, ils sont associés à une baisse de satisfaction relationnelle et à une plus grande difficulté à maintenir le lien. C'est-à-dire qu'un couple anxieux évitant aura plus de difficultés à maintenir le lien que les autres couples. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, les couples anxieux, ça donne aussi des relations vraiment très toxiques. Parce que l'un bouffe l'autre et l'autre bouffe l'un. Et aussi les relations évitant. Alors là, ça donne souvent les bons potes qui se séparent à un moment donné parce que ils ont plus rien à faire ensemble, quoi. Voilà, par exemple. Alors ensuite, je vois qu'il y a une question. Et les anxieux, anxieuses. Ah ben voilà, c'est ce que je viens de dire Nathalie. C'est que anxieux, ça donne des relations hyper toxiques où on se bouffe, où on est jaloux, où bah du coup c'est ultra passionnel, mais en même temps on s'aime, on se déteste quoi. Et on est malheureux quand même parce que du coup le fond des blessures et des peurs et de tout ça n'est pas travaillé. Donc ça crée énormément de difficultés de communication dans le couple parce que la communication elle se fait toujours dans l'émotionnel et dans le ouais voilà beaucoup de drames. Ouais c'est exactement ça. Et évitant c'est des colocs en fait. Au début ça va un peu, ils s'accommodent et puis justement tiens ils sont un peu contents et puis à un moment donné il manque la connexion. Il manque complètement une connexion parce que ce qui fait un couple c'est la connexion émotionnelle et la connexion physique et évitant ils sont complètement voilà en dehors de ça et ça n'a rien à voir avec non plus les couples asexuels là ça n'a rien à voir non plus, c'est encore différent parce que le lien il peut très bien être sécure entre les deux personnes, c'est juste que il n'y a pas ça au milieu mais voilà donc pour répondre à la question et donc ensuite donc le travail qu'il y a à faire, donc bon je vous l'ai un peu décrit mais je vais quand même vous dire ce que j'ai écrit. Donc pour l'anxieux c'est apprendre à réguler ses émotions, différencier l'insécurité interne, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vs la réalité du lien. Donc est-ce que mon anxiété elle est liée à quelque chose de concret que je vois sous mes yeux, que j'ai vu sous mes yeux ou que je vois dans le comportement de l'autre, ou est-ce que l'autre en fait il peut faire tout ce qu'il veut, il peut sortir les rames, il peut sortir le moteur, ben en fait on est convaincu qu'il va nous abandonner, qu'il va nous délaisser ou qu'il va nous tromper ou qu'il va voilà et donc là il y a du travail à faire. Bon après ceci dit il y a aussi du travail à faire malgré tout ben, quand on voit des choses sous nos yeux et qu'on reste quand même dans le couple parce que là pour le coup ça veut dire qu'il y a si après de la communication qu'on voit bien que l'autre ça se confirme en fait ce qu'on pense, c'est pareil si on y reste c'est que il y a cette peur de l'abandon et donc là c'est le travail sur la blessure d'abandon. Voilà ensuite donc
Donc pour l'anxieux, donc c'est apprendre à réguler ses émotions, différencier insécurité interne vs réalité du lien. Et donc moi, en fait, j'ai une question à vous donner. C'est, en fait, il faut pas se demander si la personne elle m'aime ou pas. Quand la personne anxieuse, elle est avec un évitant. La bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il ou elle est émotionnellement présent ou présente quand ça compte. C'est-à-dire quand il y a quelque chose d'important. Est-ce que la personne, en gros, elle est évitante, mais bon, c'est pas trop grave quand il y a des choses qui sont pas importantes. Mais est-ce que quand il y a des conversations importantes, des décisions à prendre importantes, etc., est-ce qu'elle est présente à mes côtés ou pas? Et là, c'est pareil. Donc, quand vous vous êtes posé cette question-là, c'est dans l'avenir, comment je me projette, moi, avec une personne comme ça qui, si la réponse c'est non, qu'elle n'est pas présente, c'est je me projette dans quoi, concrètement, avec cette personne-là? Et ensuite, le travail donc pour l'évitant, donc c'est apprendre à tolérer la proximité, à verbaliser ses émotions, parce que c'est vrai que chez les évitants, il y a vraiment cette dissociation dont je parlais tout à l'heure. Et donc, verbaliser ses émotions et s'ouvrir progressivement. Donc, derrière, ça veut dire aussi apprendre à parler de ses besoins de façon saine et à faire confiance pour parler de ses besoins. Donc, le travail, il n'est pas pour changer l'autre, mais il est de devenir plus sécurisant dans notre propre attachement afin que la relation devienne viable. Voilà, donc en fait, le travail de chacun, et ça c'est les deux membres du couple, c'est pas qu'un des deux, il est d'apprendre à se sécuriser par soi-même. Et donc, en recherche, du coup, les études scientifiques, donc ce qu'elles disent sur l'issue des couples anxieux évitants, ce qu'on observe, c'est que les styles anxieux et évitants sont associés à une plus faible satisfaction relationnelle, donc ça on l'a déjà dit. Les deux formes d'insécurité affective prédisent moins d'intimité et plus de conflits. Ensuite, c'est les couples où l'un des deux partenaires, où l'un ou les deux partenaires ont une insécurité d'attachement, ont tendance à avoir des relations moins stables. Et dans les études, même lors d'une rencontre, lorsqu'une rencontre en ligne débute une relation, l'anxiété d'attachement peut prédire une communication plus intense, tandis que l'évitement prédit une connexion plus faible. Bon, bah ça c'est logique. L'évitant, il va éviter la connexion, et l'anxieux, alors lui, il va surcommuniquer, il va chercher à se rassurer. Donc la conclusion de ça, c'est la conclusion scientifique, c'est que les attachements anxieux et évitants, sans ajustement vers plus de sécurité, rendent les relations plus fragiles, moins satisfaisantes et potentiellement plus sujettes à rupture. Et donc moi j'avais envie de vous dire aussi, de rajouter une phrase, c'est que aimer quelqu'un, ce n'est pas accepter d'être en manque pour qu'il se sente en sécurité. C'est-à-dire que là, je parle vraiment aux personnes souvent que je suis, ou les personnes qui me suivent aussi. Souvent, c'est les personnes qui ont beaucoup des schémas à travailler, mais dans le sens des blessures d'abandon, des blessures de rejet, etc. Et donc, souvent, la dynamique relationnelle, moi, que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est que c'est souvent au détriment d'elles, en fait, les relations, et qu'elles ont du mal, en fait, à en sortir de ces relations-là. Et c'est parce qu'en fait, en amont, il y a tout cet attachement à sécuriser, ce changement sortir des blessures, d'abandon et de rejet, apprendre à voir les choses autrement pour pouvoir s'autoriser à fonctionner différemment, à débloquer ce qui bloque dans l'estime de soi aussi, par rapport au fait de poser ses limites, ne plus avoir peur de perdre le lien parce qu'on est assez sécure intérieurement pour ne pas avoir peur de le perdre, en fait. Voilà. Donc du coup, moi de mon côté, j'ai fini de vous exposer ce que j'avais envie de vous partager. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des réponses. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt. J'essaierai de faire d'autres lives. Et puis voilà, bonne soirée, au revoir.